Allez, salut les gars, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, ce soir, on va faire un live spécial années 90, selon le titre, hein, bien sûr, hein, ce que vous avez préféré dans les années 90 au niveau du jeu vidéo, tout ce qui était autour du jeu vidéo. Et je donnerai un peu mon avis, et puis j'essaierai de voir un peu le ressenti de chacun à travers votre propre histoire, on va dire, hein, bien sûr, hein. Ça restera peut-être parmi des futurs sondages ou des questions hein, qu'on pourra avoir dans l'onglet communauté hein, pour la plupart d'entre vous. Alors, salut à Julien Chaudet, comment tu vas? Salut à Omotorenge, ouais, Butoden2 toujours. Salut Anton, Laléry, Joken, salut Moutmout. Alors, on pourrait commencer par quoi en fait? Est-ce que vous, déjà de votre côté, dans comment dire, votre expérience de joueur, vous avez un souvenir particulier à travers les années 90, ce que vous avez préféré, dans le sens que ça soit par exemple les animés qui passaient à la télé et les jeux que vous avez achetés grâce à ces animés, que ça soit DBZ, Hokuto no Ken, Macross ou d'autres séries bien sûr qu'on peut oublier, hein, Olive et Tom, tout ça. Est-ce que vous avez préféré par exemple hein, comment dire, votre expérience en tant que gamer, que ce soit au collège ou au lycée avec vos potes, et pas forcément au final le jeu que vous avez acheté euh, et le gameplay au final, hein, parce qu'il y a des gens, je pense, qui ont préféré, vous allez le voir, plus l'expérience entre potes que au final le jeu même. C'est-à-dire que parfois récupérer un jeu, c'était aussi partager des émotions avec les amis et puis essayer de comparer un peu les skills de chacun hein, dans ce qu'il pouvait faire à travers le jeu. Salut Sébastien. Alors il y a des magazines d'époque hein, que je peux également montrer en fond d'écran. Pour ma part, dans les années 90, c'est un peu grâce à ces magazines que tu te fais un peu ta culture et puis tu découvres aussi les titres qui vont arriver. Et puis également les titres qui vont arriver en arcade et dans les boutiques. Alors tu auras toujours un pote, hein, je sais, dans ta classe qui va être le gars qui va avoir en avance les choses. Et toi derrière tu vas essayer de jeter un œil sur ce qu'il a acheté. Des fois tu es un peu loin de comprendre ce qu'il possède. Mais avec le temps, tu te rends compte que ce qui est annoncé dans les magazines parfois arrive 6 mois, un an plus tard hein, dans ton supermarché. Donc c'est sûr et certain que ton expérience de gamer elle va prendre beaucoup de retard par rapport à l'actualité très très souvent. Ça a été même le cas hein, pour la PlayStation 1 dans les milieux des années 90 où tu voyais un jeu sortir au Japon ou aux États-Unis et le jeu arrivait 6 mois, un an plus tard. Que ça soit dans les boutiques indé, un peu plus tôt parfois, ou également hein, dans les grands centres commerciaux qui favorisaient le jeu européen comme d'habitude. Donc on avait toujours ce retard qui faisait que au final tu jouais à des choses mais pas forcément par rapport à l'actualité des sorties mondiales. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, tu récupères un titre, tout le monde l'a dans le monde entier. Donc c'est ça aussi la grosse différence par rapport à ton expérience de gamer.
des années 90, c'est que tu es dépendant un peu de la circulation des jeux dans ces boutiques indés, et c'est un peu eux qui font la pluie et le beau temps, mis à part le fait bien sûr de découvrir un titre à travers un magazine. Alors je vais également laisser comme d'habitude voilà, le salon Discord pour ceux qui sont dans le chat, s'ils veulent venir discuter, il y a pas de souci. Et écoutez, ce qu'on va faire, on va commencer par exemple par regarder ce qui était fait du côté d'un magazine des début années 90 avec ce magazine Joystick qui arrive au mois de mars 90, et c'est un magazine qui te permet de voir début années 90 ce qui va arriver. Et je vais vous mettre ça de suite avec par exemple voilà cette mise en page où on voit parfois des nouvelles machines arriver, comme ici on voit la Lynx qui pointe le bout de son nez, voilà, et puis le magazine Joystick qui va avoir un dérivé avec le temps, et bien il commence à avoir un insert avec les magazines dédiés aux consoles à l'intérieur même de ce magazine Joystick avec Console News. Alors on est encore dans l'ère micro-ordinateur, donc c'est sûr et certain que tu n'as pas en fait, on va dire, encore toutes les news dédiées aux consoles. On favorise la micro-informatique, mais des gros titres qui vont arriver assez rapidement durant l'année 90, comme Castle of Illusion sur Mega Drive, et puis les consoles 16 bits qui vont envahir le marché, vont être techniquement supérieurs à ce qui a été fait du côté des ordi. Et puis des dernières consoles comme la NES, la Master System, et puis même la PC Engine qui est très très mal exportée chez nous. Du Japon, donc on a très peu de grands distributeurs qui s'occupent de ça dans les centres commerciaux, mis à part également Shoot Again sur Paris qui a fait de l'import un peu sauvage. On parlera un jour de la boutique Shoot Again en long et en large, avec des gens bien concernés par le magasin, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, parce que Shoot Again au final c'est pas un magasin que les gens connaissent bien. C'est la moindre des choses que je puisse dire par rapport à tout ce qu'on a pu entendre sur internet. Il y a même des gens qui s'approprient le magasin comme notre ami JM Destroy. C'est assez étonnant d'ailleurs de sa part, mais on en parlera plus précisément plus tard. Salut Lloyd Banks, comment ça va? Alors, ma question principale, en fait, je vais vous mettre un petit sondage. On va faire un petit sondage en mettant le titre. Alors, est-ce que je peux vous le copier-coller dans... Ça sera plus simple. On va faire comme ça. Puis après, je disais, voilà, si jamais Sébastien ou d'autres, vous voulez venir discuter, il n'y a pas de problème, les gars. Vous pouvez bien sûr venir sans souci. Alors, voilà, moi je pense que dans le sondage, qu'est-ce qu'on peut mettre en fait? On peut mettre vos moments favoris des années 90 à, par rapport à votre expérience de joueur. Ça serait, par exemple, soit vos achats, les jeux en eux-mêmes, l'expérience avec les amis, ou également voilà tout ce qui était peut-être culture geek autour du jeu vidéo, vos expériences en boutique également avec les gens qui ont pu vous faire aimer, parce qu'il suffit d'une fois où malheureusement en fait vous rencontrez des gens pas sympas, et
et au final vous êtes dégoûté en fait de certains jeux, certaines consoles qui vous disent que bah, c'est nul ce que vous avez acheté ou des choses comme ça et que ça c'est pas bien et que ça c'est et d'autres personnes qui encensent en fait ce que vous faites. Je pense que dans les années 90, on a tous eu un parcours vraiment vraiment différent suivant en fait ce qu'on a pu faire et rencontrer à travers le monde du jeu vidéo. Alors on va mettre on peut mettre ça. Je vous prépare un petit sondage histoire de. Voilà, jouer avec les potes également. Ça, c'était un truc qui était vachement important, je trouve, parce que le jeu n'avait pas la même saveur. Tu jouais à Mario Kart tout seul et tu jouais avec tes potes, ça n'avait pas du tout le même intérêt. C'est ça toute la différence, en fait, de certains titres qu'on a pu connaître. Et on va mettre. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre ah, on va mettre ça, allez, hop. Voilà, les animés adaptés en jeu. Parce qu'au final, il y a pas mal de gens qui ont aimé par exemple l'univers de Mickey, Donald, Ken le Survivant, Macross, tout ça, et puis qui ont voulu acheter les jeux, les Tortues Ninja. Il y a il y a plein d'exemples, hein. Euh, Allez, on va mettre ça. Alors pour ma part, en fait, les meilleurs souvenirs que j'ai, c'est pas forcément les jeux en eux-mêmes. Ça arrive juste derrière. Euh, c'est c'est principalement en fait l'expérience d'achat, c'est-à-dire l'attente, la lecture d'un produit dans un magazine et en fait le découvrir ensuite, le voir par toi-même sans jamais y avoir joué. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on n'avait personne, voilà, pour nous indiquer exactement en fait ce qu'était le titre et ce qui allait en découler. C'est un peu la surprise en fait, hein. Mais après, je pense que l'expérience avec les potes également, ça c'est vachement important. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, t'es obligé en fait de montrer les jeux que t'as à tes potes. Et des fois, il y en a qui valident, des fois, il y en a qui valident pas. C'est tout aussi le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont vachement influençables et qui sont pas capables en fait de d'acheter un jeu par eux-mêmes. C'est encore le cas aujourd'hui, hein, le regard de YouTube par rapport au jeu que tu fais. Il y a plein de gens qui achètent des jeux par rapport à ce que font les autres. Alors qu'au final, si t'as connu le jeu, t'as pas forcément besoin d'avoir un regard extérieur. Alors, Moterenge, vous jouez entre potes et avec certains depuis l'adolescence. C'est la chaîne de la dose, bah ouais. C'est exactement ça, ouais. De toute façon, je vois le concept hein, de votre chaîne. C'est très intéressant. Ça fait très roots en fait. Alors, regardez, on va mettre par exemple. Voilà, le type d'accessoire également qui était proposé dans les magazines où on avait les débuts de la souris pour les gens qui connaissaient pas encore, qui lisaient les magazines consoles et qui savaient pas ce qu'était une souris, pour les gens qui avaient qui étaient très jeunes, hein, qui avaient jamais touché un ordi parce que les ordis ça appartenait au père très souvent du foyer et on n'avait pas le droit d'y toucher. Donc quand tu vois une souris arriver sur Super Nintendo, enfin pour ceux qui savent, hein, vous savez, les ordis à 15 000, 30 000 francs,
C'était pas pour tout le monde, hein. Euh, et on vous faisait connaître à travers les magazines comme ça des nouveaux accessoires qui allaient arriver. C'était toujours assez intéressant. C'était un moyen, hein, je vous dis, de culture en fait, ce genre de magazine. Et pourtant, c'était toujours dédié à un public plus ou moins jeune, hein, pour les adultes. Les adultes d'époque, voilà, ils sont pas trop intéressés par tout ce qui est univers jeux vidéo. Voilà. Alors, euh, non, Street Fighter 2 sur NES et les tournois, ouais, ça c'était vraiment exceptionnel. En effet, quand tu jouais à Street Fighter ou même n'importe quel jeu de combat, alors même, je sais que Fatal Fury Special et des jeux comme ça, c'est avec les potes que tu les connais, c'est pas tout seul en général. Rarement j'ai connu des personnes qui allaient acheter un jeu de combat en fait en se disant je vais y jouer tout seul. On achetait des jeux en connaissance de cause par rapport aux amis qu'on avait, etc. Euh, on prenait pas un jeu en général la plupart du temps pour y jouer seul. C'était assez rare. On prenait souvent des jeux qui jouaient à deux. On évitait les jeux en solo, mis à part des jeux d'aventure. Et encore, hein, les jeux d'aventure, c'est finalement assez rare hein, sur les consoles des années 90. Super NES, Mega Drive, il n'y en a pas tant que ça. Vous pouvez aller jeter un œil, hein, vous verrez. C'est pas si répandu que ça. C'est assez étonnant parce que aujourd'hui c'est un format qui existe beaucoup parce que justement c'est beaucoup plus rentable de jouer à un jeu de 40 heures financièrement que de jouer à un jeu qui dure 1 heure et quart ou 2 heures, un jeu d'action. À l'époque, on préférait le spectacle, les explosions à l'écran plutôt que les jeux longuets avec des textes à la Final Fantasy en France. Voilà, c'était pas le genre de truc pour lequel on adhérait. Salut Jagm. Ouais, c'est un live cool hein, ce soir. Hein. C'est vraiment histoire de se décontracter. Il n'y a pas de. Alors personnellement, après, j'ai discuté de ça avec des potes. Hein. Moi, je pense pas que je ferai un live hein, sur ça, sur la vidéo de Back in Toys, hein, sur sa vie de joueur quand il était enfant, comment il est arrivé là, etc. Je pense qu'il y a pas mal de mensonges qui sont mêlés à de la réalité. C'est extrêmement, je trouve, difficile de déceler le vrai du faux dans tout ça. Mais pour ma part, tu te rends compte que dans la plupart des... Voilà, pour parler en général, tu te rends compte que la plupart des gamers des années 90, ce qu'ils retiennent dans, en fait, leur expérience de joueur, c'est l'achat. L'achat et l'attente. C'est-à-dire que là où, en effet, tu te rends compte que certains donnent plus de valeur au jeu qu'ils ont acheté et qu'ils attendaient depuis 6 mois, à leur anniversaire ou à Noël ou un échange, qu'il arrive en occasion, tout ça, et des gens donnent beaucoup plus de valeur dans ce qu'ils racontent aujourd'hui à leur expérience d'achat et de joueurs dans leurs souvenirs que plutôt si le jeu avait un bon gameplay ou pas. Je trouve ça assez c'est pas si étonnant que ça. Je pense que en fait c'est tout à fait normal en fait parce que l'envie était créée à l'époque avec l'attente. On pouvait en fait se languir sur un titre qui était vraiment pas terrible, mais la jaquette nous avait fait rêver pendant 6 mois. Et quand t'as 11 12 ans, même jusqu'à l'âge de 14 ans, hein, je pense jusqu'à l'âge de 14 ans, ouais, euh, tu achètes encore dans les années 90 des jeux à la jaquette et autour de l'univers. Il y a plein de gens qui se sont fait avoir avec Last Battle, le jeu dédié à Ken le Survivant par exemple, où plein de gens se sont fait avoir avec Captain Tsubasa en jeu vidéo, parce qu'ils ont imaginé un jeu qui n'était pas celui en fait à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire?
Les Chevaliers du Zodiaque, c'est un des principaux titres, je pense, où les gens en fait ont été extrêmement déçus, comme DBZ sur la NES, le premier DBZ arrivé, qui est pas en fait le premier Dragon Ball, hein. C'est pas le premier Dragon Ball de la Famicom au Japon, mais nous on en a eu un sur NES en France, qui était toujours un peu moins bien, un peu meilleur que Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque, mais on avait tous imaginé un jeu complètement différent, et notre imagination travaillait énormément jusqu'à ce que tu mettes le jeu dans la console et que tu le vois dans le magazine en fait. Salut Maldred, ouais. Alors, vous disiez, Jang, c'était les jeux de combat style Mortal Kombat, toi, que t'as préféré dans les années 90. C'est vrai que ça a été une sacrée grosse révolution, ça, hein. Les jeux de combat, on passait de... Alors, il y avait International Karate Plus, Budokan, on avait eu Karate Kid ou des jeux comme ça sur Atari, Amiga. Beaucoup de karaté d'ailleurs, on avait eu Panza Kickboxing un peu plus tard. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Des quelques jeux de catch de Nintendo qui étaient vraiment nuls, on va dire, hein, pour pas être méchant, de LGN, avec WrestleMania, les combats en cage et King of the Ring qui étaient vraiment vraiment mauvais. Mais la Super NES et la Neo Geo ont révolutionné le jeu de combat à la maison avec des titres de Capcom, de SNK adaptés avec Takara pour les Samurai Spirit et les Fatal Fury. On a eu des jeux de combat qui ont complètement changé le genre avec des sprites énormes. Et enfin de la 2D en sport de combat qui était totalement, on va dire, plus réaliste et fait auparavant. Alors, salut Antoine, tu dis dans le 1000 pour l'achat par rapport aux inserts covers, est-ce que l'imagination peut faire sur nous? Ah, je vois à peu près ce que tu veux dire. Ouais, de toute façon, les jaquettes c'était extrêmement important. Les jaquettes à l'époque c'était peut-être 60 à 70% de l'achat pour un gamin, hein. Pour un gamin de 7 à 13 ans, la jaquette, c'est un truc de dingue, hein. Je sais pas si on imagine, mais les gamins avaient pas l'autorisation d'aller se balader tout seul en général dans le métro à Paris et d'aller chercher des jeux à Voltaire ou ailleurs, hein. La plupart des parents faisaient pas faire n'importe quoi à leurs enfants. Euh, ouais, en même temps, c'est LGN, c'est ça. Il y avait également, ouais, au Motorenge, t'as raison, il y avait les Fire Pro Wrestling qui étaient meilleurs, et il y avait aussi les sur PC Engine. Sur PC Engine, il y avait quelques trucs assez sympathiques, ouais. Après, pour dire, je pense que la plupart des gens de ma génération, c'est-à-dire les gens qui ont plus de 40 ans, ce sont des personnes qui se sont beaucoup inspirées en fait de ce qui a été fait à travers les articles de AHL ou JM Destroy dans les magazines et on avait en fait beaucoup de d'avis qui pour nous valaient de l'or dans ce qu'on allait acheter après en magasin. Et malheureusement, je me suis rendu compte de ça, tu vois, Motorenge, c'est que JM Destroy, il décrivait le jeu sans forcément te parler du gameplay. Et JM Destroy, en fait, il était plus payé en fait pour faire la promo de Shoot Again dans le magazine Joystick que autre chose. Et à chaque fois, c'était marqué vu et dispo chez Shoot Again, etc. Et il te décrivait en fait la jaquette verso pratiquement du jeu, hein. C'était pas hyper pertinent ce qu'il racontait, hein. Je vous laisserai aller faire un tour sur les articles des années 90 de Joystick. C'est comment dire, générique comme définition du jeu dont il parle à chaque fois. Burai Fighter sur NES, une pochette folle avec. Ah ouais, mais ça, il y avait des trucs assez hallucinants, hein.
Tu vois, par exemple, regarde, ils ont réussi à recycler plusieurs fois des titres, par exemple, hein, sur Atari, Amiga, dans les années 90, des titres, en fait, si tu veux, qui sont sortis en solo, ils ont réussi à les recycler plusieurs fois en modifiant la jaquette des compilations, et ça donnait envie, en fait, aux nouveaux joueurs de récupérer ces jeux. C'était pas des mauvais titres, hein, mais simplement, et parfois, changer l'artwork et tout, ça te donnait largement plus envie de prendre un jeu si tu l'avais pas connu. Si le jeu s'était pas extrêmement bien vendu, bon, en général, bon, le jeu s'était bien vendu. Tu vois, par exemple, regarde, imagine GoldenEye. Alors, GoldenEye 64, il s'est bien vendu, c'est pas le souci, mais imagine, ils te mettent une jolie femme, comme ça, là, comme l'espion qui m'aimait sur la jaquette du titre. Ah, là, c'était un jeu de 2 marques à l'époque sur les ordi d'époque. Et le jeu était moyen, mais ça te donnait en fait envie, voilà, pour un adolescent ou un adulte, de découvrir le titre inspiré avec un film ou un animé, hein, comme je disais à l'époque. Il y avait beaucoup, on s'en rend pas bien compte, hein, mais il y avait énormément d'adaptations cinématographiques et de dessins animés sur console et ordi. Parce que le produit marketing se vendait déjà grâce aux produits cinématographiques et à la télévision. Donc, là, si tu veux, il y avait déjà 50% du marketing qui était fait grâce à l'animé, et t'avais pas besoin forcément de pousser plus le produit que ça. Les éditeurs achetaient la licence du logiciel, du, la licence du film ou de l'animé pour faire le logiciel, et puis ça s'arrêtait là. Le produit se vendait comme des petits pains. Tu vois, le Tortue Ninja sur NES, il est arrivé également sur tous les ordi d'époque, et il s'est très bien vendu alors que c'est un jeu très moyennasse, hein. Voilà, vu et dispo chez Shootgun, comme tu dis, au Motor MG, c'est ça. Alors, début années 90, tu vois que tout de même, il y a pas mal de gens qui commencent à prendre des consoles à droite à gauche en étant, en étant intéressés par une console qui arrive chez nous en septembre 90, c'est la Mega Drive. Et cette console, en fait, c'est un mystère, je me souviens pour la plupart des joueurs, parce que écoute, faut se rappeler de l'époque, hein. Écoute, elle arrive 1 an et demi après la NES chez nous en Europe, c'est-à-dire pas beaucoup plus tard. Et surtout, elle coûte 2 fois plus cher que la NES. Donc, si tu veux, on justifie le prix de la Mega Drive parce qu'elle est 2 fois plus puissante qu'une NES, 8 et 16 bits, hein, alors qu'on sait que c'est pas exactement ça. Mais pour te dire, la Mega Drive, c'est un mystère parce que niveau marketing, Sega, ils sont extrêmement forts. C'est comme si la Mega Drive à l'époque, c'est une console totalement différente de la Master System dans le côté marketing pour Sega quand ça arrive en France. C'est-à-dire que la Master System, quand elle arrive chez nous en France, en fin 87, on n'en parle pas forcément. On en parle, ok, mais dans les magazines, il n'y a pas les magazines qui relaient la Master System. Ça en parle à la télé, il y a quelques pubs, etc., qu'on connaît tous. Mais il n'y a pas de magazine console dédié forcément énormément à la Master System ou à Sega ou à Nintendo. Ils ont leur Nintendo a son club Nintendo et Sega, on va dire, ils essayent d'arriver et de s'implanter en France comme ils peuvent. Mais niveau marketing, par contre, la Mega Drive, t'as l'impression de rentrer dans un nouveau monde. Et je me souviens que, bon là, quelques potes qui avaient la console, cette Mega Drive, quand elle est arrivée, on était assez impressionnés par le niveau sonore de la console, les sprites énormes, mais les premiers titres, au niveau du gameplay, c'était pas extrêmement impressionnant, on va dire. On n'a pas été, voilà, il y en a qui avaient une NES, il y en a qui avaient des ordi. On n'était pas dans le but de changer en fait de console ou d'ordi. On était bien pour le moment. Mais fin 91, là, tu te rends compte que c'est une autre histoire. Et, et en fait, je me souviens d'une chose, c'est que euh,
un de mes moments favoris, en fait, c'était pas forcément d'aller acheter un jeu ou quoi. Alors moi, j'ai entendu ça chez Back in Toys où il disait que lui, il allait dans la rue montrer les jeux qu'il achetait, il courait dans la rue pour montrer une cartouche, je sais pas quoi. C'est bien possible. Je sais qu'à l'école, au collège ou au lycée, il y a des gens qui ramenaient des jeux. Ça existait, mais c'était des accès. Il faut dire la vérité. En général, tu ramenais pas ta cartouche de jeu pour la montrer à tes copains, mais ça peut arriver. Mais moi, c'était pas forcément en fait le fait parce que j'avais beaucoup de copains qui avaient des consoles et des jeux. J'avais pas forcément besoin d'en acheter une. C'est-à-dire que nous, on avait une Master System A3 dans la famille, frères et sœurs. Et puis, moi, j'avais un ordinateur à cassette Commodore qui marchait pas forcément bien. Donc, voilà. Je jouais plus, on va dire, avec la Master System entre frères et sœurs. Mais j'avais pas forcément le besoin, en fait, d'acheter une console. Je ressentais pas ce besoin-là. Et pour moi, en fait, un des meilleurs moments, en fait, dans mes souvenirs, c'était justement de lire ces magazines et de voir ce qu'étaient capables de faire ces consoles et ce que disaient les journalistes à l'époque. C'est ça qui m'intéressait, moi. Et puis ensuite, aller chez des copains qui allaient acheter le jeu. Et puis des fois, tu sais, bon, t'avais des anniversaires ou des choses comme ça, et t'avais toujours un pote qui allait recevoir le jeu que tout le monde voulait, et puis il fallait pas manquer l'anniversaire, il fallait pas manquer, parce que c'était l'occasion d'y jouer. Si t'étais pas invité après dans les anniversaires de tes potes, quoi, voilà. Dans les, comment dire, les hors anniversaire, voilà. Euh, ils t'en ont pris des ronds, shoot again, mais trop crimé. Salut Mani, comment tu vas? Donc après, voilà, n'hésitez pas les gars à dire ce dont vous vous souvenez, ce que vous avez préféré dans les années 90. Là, voilà, on parle tranquillement du début des années 90, hein, avec 91, 90 et 92 avec la Mega Drive et puis la fin de la NES et de la Master. Enfin, c'est pas la fin de la NES ou de la Master System, c'est simplement que bah, les joueurs vont se diriger vers un autre marché, hein, qui est plus dédié aux 16 bits, alors que, comme on a dit, la NES, elle arrive extrêmement tard chez nous. Et, euh, et malheureusement, en fait, on a raté beaucoup, beaucoup de bons jeux sur les 8 bits. C'est un peu dommage. Voilà, j'ai trouvé une pub de Shoot Again, les gars. Ouais. Bah ouais, peut-être qu'il travaillait déjà, Mani, à cette époque. Bah, alors, un des grands moments, moi, que j'ai adoré dans les années 90, c'est également bah, pouvoir enfin. euh, alors, comment ça arrive? Bah, après, je pense qu'un jour, on fera un live comme ça où on discutera avec un pote et on parlera du début de notre vie dans le jeu vidéo. C'est possible, en fait, qu'on fasse ça, un de ces quatre. Un truc un peu moins dramatique que Wawa, bien sûr, hein. Nous, c'est, si tu veux, c'est pas, comment on appelle, c'est pas Rémi sans famille, quoi. Ce que je veux dire, c'est que c'est quand même des bons souvenirs, le jeu vidéo. C'est pas lié à l'argent, premièrement. Parce que, comme je vous disais, hein, personnellement, quand j'écoute beaucoup les gens raconter leur histoire liée aux jeux vidéo, dans les années 90, c'est beaucoup, beaucoup lié à l'argent. Il n'y a pas un gars, en fait, qui va te dire, ouais, j'ai adoré le gameplay de Probotector, je l'ai acheté pour ça. À chaque fois, ça va être... alors, j'avais pas d'argent, j'ai attendu, et puis on m'a offert ci, on m'a donné 500 francs, et il coûtait rien à l'époque, et je l'ai pris d'occasion. Et il y a très peu de gens, en fait, qui se rappellent de leur expérience de gamer avec du gameplay. C'est toujours une question d'argent, je dis pas que c'est mal, mais c'est la chose peut-être la plus marquante pour la plupart des gens parce que il y a toujours ce problème lié à la thune quand t'es gamin. En général, quand t'as moins de 18 ans ou moins de 17 ans quand t'es pas en stage, il n'y a pas de rémunération, tu travailles pas à la mine, je veux dire. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un moment, en fait, t'es dépendant de tes parents, t'es dépendant des ressources financières de Noël ou des anniversaires.
J'ai connu dans mon entourage des gens qui étaient extrêmement chanceux, où en effet la mère ou le père gâtait énormément les gamins. Souvent en effet des parents divorcés. Et souvent en fait les gamins, bah, ils avaient deux cadeaux, ou alors beaucoup plus de cadeaux que les gens qui avaient une famille tout à fait normale, unie entre guillemets. Et comme je vous dis, hein, moi j'ai jamais ressenti de jalousie par rapport à ces personnes-là qui avaient beaucoup de joie, parce que en général ces gens-là, ils faisaient assez partager. Bon, ils avaient toujours, tu sais, quand t'es gamin, quand t'as 10-11 ans, il y avait beaucoup euh, ah bah, avec plaisir, Mani Mani, avec plaisir. Et tu vois, qu'on fasse une discussion à la cool, comme je fais là, quoi. D'ailleurs, si tu veux venir discuter, Mani, il y a le salon vocal sur le Discord, et t'as juste à rentrer pour discuter. C'est pas un souci. Ça fait toujours plaisir, voilà. Et je disais, moi, j'ai jamais ressenti de l'envie ou de la jalousie par rapport aux autres, parce que j'ai eu la chance d'avoir des copains qui partageaient. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, en effet, niveau frères et sœurs, c'était beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup partagé avec mes frères et mes sœurs, mais par contre, eux, ça n'a pas été le cas, hein. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que tu peux être très bien dans une famille où en effet, t'es l'aîné et tu t'es pas égoïste, mais les autres, en effet, tu touches à leurs jouets, si tu veux, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que dans les années 90, si j'avais été dépendant à chaque fois de mes parents pour avoir quelque chose, et qu'on devait le partager entre plusieurs, j'aurais pas des bons souvenirs. J'aurais pas que des bons souvenirs, et j'en aurais très très peu, je pense. Je pense que c'est à partir du moment où tu as 15, 16, 17, 18 ans, où tu commences à avoir de l'argent, et là, en fait, en effet, tu te dis, il y a des choses à faire, je vais faire ce que je veux, je vais pas devoir prêter ou quoi que ce soit la console à un petit frère ou à une sœur ou je ne sais quoi, je vais pouvoir m'acheter mes trucs. Et en effet, on va pouvoir profiter pleinement. Et c'est, tu vois, Mani et les autres, ça, c'est vraiment à partir de 93, pour ma part, où en effet, tu vas dans les boutiques indé tout seul. Alors en 93, j'ai déjà, si je me trompe pas, j'ai déjà 16 ans. Et je vais dans les boutiques indé, en fait, sur Paris, faire des échanges et récupérer d'autres jeux, etc. Euh, et ce que je veux dire par là, c'est que tu découvres un nouveau monde auquel t'étais pas habitué, parce que c'est ton argent et c'est toi qui maîtrises ce que tu fais. T'es pas dépendant forcément des parents dans tes achats. C'est-à-dire que t'as toujours un père ou une mère qui va te dire non, prends pas ça, c'est trop cher. Fais pas ci, c'est trop cher, etc. Et tu vas avec tes potes, en effet. T'as raison, Moutmout, quand tu dis que tu vas avec tes potes, ben en effet, on fait des vadrouilles avec les potes, on prend le métro, on prend le bus, le RER, en région Île-de-France, et on va chercher les jeux, en fait, on fait des échanges. Euh, c'est ce que je disais à Thomas et aux autres anciens qu'on bossait début années 90, hein, sur Jussieu et Voltaire, c'est que à ces gens-là, en fait, on est redevable à mort par rapport à notre plaisir de gamer et notre passion du jeu vidéo aujourd'hui. Parce que même si, bien sûr, eux, leur métier, c'est de faire de l'argent avec leur commerce, ils en ont fait, il n'y a pas de problème, mais je veux dire, nous, on n'aurait jamais pu connaître le jeu vidéo de cette manière-là, avec autant de qualité, si ces boutiques n'avaient pas existé. Si tu étais dépendant de Carrefour, Continent, Mammouth, Auchan et j'en passe, ta vie de gamer, je dis pas que c'est de la merde, mais tu vas être habitué à acheter du PAL FAH dégueulasse, du 50 Hz, des jeux claqués qui sortent un an après ou qui sortent même pas en supermarché. Parce que dans les années 90, t'as pas des Micromania à tous les coins de rue, t'as pas des boutiques indées à tous les coins de rue. Faut vraiment attendre 96-97 avec la PS1 qui est bien établie dans toute la France pour voir des Score Games se déplier à travers la France, des Maxi Games et d'autres franchises.
qui inonde la France au niveau des boutiques indé, et tu peux faire de l'occasion, tu peux faire de l'import. Mais nous, je suis conscient qu'en sur Paris, on a été extrêmement chanceux par rapport à ça. Et au final, moi, je vous dis, hein, ce que j'ai, mon plaisir favori des années 90, c'était lire ces magazines et en effet, ensuite, essayer de le trouver dans une boutique. Ce qui n'était pas gagné, hein. C'est-à-dire que la plupart du temps, bon, il fallait déjà premièrement que des boutiques comme Amilo Pro, par exemple, hein, sur Voltaire, rentrent le jeu en occasion, parce que, voilà, nous, on n'achetait pas les jeux en neuf, hein. Vous imaginez bien qu'un gamin de 13 ou 14 ans, sauf si c'est un anniversaire ou Noël, où tu vas pas acheter un jeu d'occasion à ton gamin, bon, eh bien, comment dire, trouver le jeu d'occasion, voilà. Et ça c'est pas donné à tout le monde. Par exemple, là, les Tortues Ninja, vous voyez, on est en septembre 90, il est noté sur NES 77%. Ils avaient mis une petite note. Mais pas besoin que le jeu soit bon. C'est les Tortues Ninja, il y a le dessin animé, ça se vend. Ouais. Ah, c'est vrai, gros GG aux vendeurs de toutes les petites boutiques indé à Paris et en province, ouais. Salut Brock Hunter, ouais. Ouais, les souvenirs des années 90. Alors, la question que j'avais posée, c'était en effet, quel est votre moment favori en tant que joueur ou collectionneur rétro aujourd'hui dans les années 90? Qu'est-ce qui vous a fait aimer les jeux vidéo dans les années 90? Est-ce que c'est l'environnement des boutiques? Est-ce que c'est tous les produits dérivés issus et adaptés en jeux vidéo des animés et puis du cinéma? Et est-ce que, par exemple, c'est jouer avec vos potes qui vous a fait aimer le jeu vidéo à l'époque? Parce que le Internet, ça, c'était pas encore sur les consoles de jeu, hein, ça c'est sûr. Mais même si en 94 aux États-Unis il y a Internet, mais c'est pas fait pour jouer. Euh, mais pour vous dire, voilà, quand on se réunissait entre potes, quand on faisait des tournois, que ce soit la PS1, la PS2, ou même la Super NES à Mario Kart ou GoldenEye 64, c'est des moments inoubliables. Il y a des gens qui s'en souviennent encore. J'avais énormément de potes qui étaient extrêmement fans des Bomberman. Ils se souviennent encore des parties avec leurs potes qu'ils ont faites. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas certain qu'aujourd'hui des potes se rappellent des parties qu'ils ont fait sur Crash Bandicoot Nitro sur la Switch. Je suis pas certain de ça. Parce qu'ils ont joué avec des gens en réseau qui connaissent pas. C'est un exemple, mais le réseau, en fait, ça marque moins, je pense, les esprits pour les expériences de gamers. Alors, vous disiez... hop là, je vais mettre le message. Euh, les Parisiens qui se souviennent du vendeur Joe l'Indien à Stock Games de l'Est. Je sais pas. Non, personnellement, moi j'étais que sur, j'avais mes boutiques, j'allais pas partout, donc j'avais mes coins. Voilà. Il y a une notion qui n'existe plus maintenant, le partage. Voilà, c'est ça. Avec un pote, on achetait les jeux à deux. Alors ça, c'est arrivé avec des potes. Je me souviens qu'il y avait des potes en effet qui achetaient les jeux à deux. Ça a pas duré longtemps. Parce que, en fait, il y avait toujours ce moment où t'en avais un qui voulait le prendre pour y jouer un week-end, et l'autre ceci, et l'autre il voulait le revendre pour acheter autre chose. Ça, je sais pas, ça, il fallait vraiment être très 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 pote, hein. C'était un truc à conflit en fait, si tu veux, je pense, hein. C'était pas un truc qui était extrêmement courant. Voilà, on a même le Batman de la NES qui est toujours un jeu exceptionnel aujourd'hui, qui avait été très bien noté dans Joystick là, en septembre 90. Euh, T'as eu cette période de 16 ans en 88 avec la PC Engine
et on se regroupait entre potes devant Shootegen pour parler de ça pendant des fois des heures, car il n'y avait quasi pas de presse. C'est ça. Bah, en fait, les forums, c'était rencontrer ses potes au collège, au lycée, ou en effet dans la rue le soir. Alors, si vous voulez, on va passer directement, même si je peux revenir après sur la Super NES et la Mega Drive cette époque-là, mais quand la PlayStation 1 arrive, j'ai un pote qui achète des jeux en import et qui fait le système, vous savez, avec le ressort pour mettre les jeux import japonais sur la PS1. Et c'est un peu lui qui nous éduque par rapport à ce système-là. C'est-à-dire que, bon, moi, c'est pas que je m'en foutais de jouer à Resident Evil en japonais, mais acheter Resident Evil à l'époque en japonais, c'était un gros risque parce que le jeu coûtait extrêmement cher. Capcom, avant, qu'est-ce qu'ils faisaient Capcom? Bah, des jeux de combat. C'était peut-être le premier jeu aventure-action de Capcom, même s'il y en a peut-être d'autres, mais en 3D, j'ai pas souvenir. Et si vous voulez, quand ce Resident Evil sort, une fois qu'on y a joué la première fois, on y parle pendant des heures, après y avoir joué le soir même. Sous un lampadaire, la nuit, on est éclairé par un lampadaire et on imagine la suite du jeu en discutant entre potes. Et je crois que le jeu, de toute façon, on avait mis peut-être 2 3 semaines pour le terminer parce qu'il y avait des énigmes en japonais avec les horloges ou des trucs comme ça, ou des manivelles. Tu comprenais pas trop ce qu'il fallait faire. Alors à l'époque, on avait quand même déjà 17 18 ans. Mais si vous voulez, 18 ans plutôt, autour de 18 ans. Mais si vous voulez, Resident Evil, c'est un des titres en fait qui après la Super NES fait beaucoup parler les gens parce que c'est un titre que personne ne connaît quand tu es soit au lycée, soit à la fac, pour ceux qui étaient à la fac à l'époque. La PS1, mis à part Ridge Racer et quelques jeux, en fait, voilà, tu prends ce qui sort chez toi, dans les magasins. Tu vas pas forcément chercher les jeux en import parce que c'est un nouveau format avec des CD, tu sais pas si tu peux pirater la console ou quoi. En 95, on est un peu tous des noobs, hein, tu vois. Et à un moment donné, si tu veux, bah, quand t'as un pote qui te dit qu'il joue à des jeux japonais sur la PS1, tu te dis mais comment tu fais? C'est quoi l'histoire? Et bah, ça apporte beaucoup beaucoup de discussions. Et moi, un des moments que je préférais après justement récupérer des magazines début années 90 jusqu'à 94, parce qu'après 94, la presse, j'ai moins kiffé largement. C'était discuter avec les potes, en effet. Même des moments de rigolade, hein, parce que le gars qui avait acheté le méga CD, là, tout content d'acheter un méga CD, et quand tu vas chez lui, en fait, et qu'il te montre son méga CD, et t'es mort de rire. C'est que le méga CD, c'était catastrophique au niveau du jeu. On se demandait d'ailleurs s'il avait laissé une cartouche ou s'il avait mis en marche le méga CD à un moment donné. C'est tellement, en fait, les jeux ils ressemblaient à rien, quoi. Mais il y a toujours un pote ou deux dans ton entourage, comme je vous dis, qui a les trucs en avance. Et toi, en fait, tu te dis, bah vas-y, on va chez toi ce soir après le lycée, on va aller discuter, tout ça. Et en fait, quand tu vas voir le truc chez la personne, bah ça amène des discussions comme vous avez sur les forums aujourd'hui. Et c'était un grand moment de partage. Donc parfois tu traînais dans la rue jusqu'à 21h30, 22h ou 23h. T'allais au lycée le lendemain. Des fois, je me souviens que les entraînements de foot, bah moi j'en avais 3 par semaine, comme je jouais en PH quand j'étais jeune, et on avait 3 entraînements par semaine. Bah ça m'arrivait de sécher un entraînement de foot certains soirs. Je voulais, surtout en hiver, t'as pas envie d'y aller. Tu viens d'aller acheter, je sais pas moi, un FIFA, ou tu viens d'aller acheter un Tekken, t'as pas envie d'aller à l'entraînement de foot à 21h le soir, tu vois. Petite dédicace à Joseph et aux autres. Mais ce que je veux dire par là, c'est que
ça amenait tellement de discussions qui duraient des heures entre potes que parfois bah, on faisait chier les parents à parler devant la porte d'entrée ou devant les escaliers ou dans la rue dehors alors qu'on n'était même pas habillés. Il y avait des potes qui sortaient en chaussons dans la rue et on s'asseyait sur le trottoir, on discutait. Non mais c'est les discussions, surtout que dès qu'il y avait un jeu de basket, on pouvait pas enregistrer les parties. Donc on se racontait en fait nos moments où on marquait un panier, un but, qu'on réalisait une action dans un jeu. On parlait de ça entre nous en fait en le racontant. Et après, en effet, avec la PS1 et la memory card, tu pouvais parfois vérifier si c'était vrai ce que racontaient les gars. Parce qu'il y avait toujours, bien sûr, des gens qui racontaient des salades sur ce qu'ils avaient pu faire avant ou pas. Bon, autour de mes potes, en général, les mecs, ils étaient carrés, il n'y avait pas trop de flambeurs. Mais tu sens que dans ce que racontent parfois les gens sur les réseaux sociaux, et là, c'est sûr que tu en viens directement aux gens qui aiment fabuler sur leur vie d'anciens gamers, tu as souvent des gens qui racontent des choses qui sont parfois limite impossibles à réaliser dans le jeu par rapport à leur expérience, parce que t'as pas moyen forcément de vérifier. Mais les histoires de memory card sur la PS1, ça nous permettait de vérifier si le mec avait menti ou pas. Parce qu'il y avait le chronomètre par rapport à la durée du jeu en aventure. Dans Tekken, tu pouvais sauvegarder tes victoires, le nombre de victoires en Survivor. Si t'avais terminé, débloqué tous les persos, on pouvait vérifier beaucoup de choses avec la PS1. Et c'était assez amusant de voir les récits de chacun qui parfois étaient moins, comment dire, euh, il y avait moins de superlatifs dans ce qu'il racontait parce que justement derrière il savait qu'on allait voir si c'est vrai ce qu'il racontait, quoi, tu vois. Je me souviens au collège, t'avais toujours un pote ou deux qui te disaient ouais j'ai vu le boss hier, je l'ai fini le jeu, je l'ai tué, il était pas très dur et il ressemblait à ci à ça, et en fait bon, malheureusement une fois que t'arrives à la fin du jeu toi-même et que tu vois le boss, il ressemble pas du tout à ce que t'avait décrit ton pote. Mais bon, c'est pour ça qu'en fait, il y a des moments, quand tu écoutes les gens sur Internet, qui sont toujours en train d'extrapoler ce qu'ils racontent, ça fait sourire parce que ça te rappelle des comportements de collégiens que t'as connus, en fait. C'est ça qui est... C'est amusant, ça fait sourire. Mais aujourd'hui, les jeunes qui écoutent ces personnes-là, t'as l'impression que ce qu'ils racontent, c'est la vérité absolue. Alors, à Milo Pro, Christophe était super sympa, il m'avait vendu DBZ et Dracula X 300 francs. Les deux sur PC Engine CD-ROM. 150 et 150, tu veux dire, les deux? Brock Hunter, j'ai même pas l'occasion de revoir des potes de... Alors moi j'ai perdu contact avec tous mes potes. Je crois que... Alors non, quand je dis tous, pas tous, il y en a 3 ou 4 que je revois encore, dont un que j'ai connu en 93, que je vois encore, qui vit dans la région parisienne, hein, mais qui est un ancien footeux pote à moi et tout. Mais pour vous dire, euh, je sais que les gens qui ont trop abusé en fait du jeu vidéo dans les années 90, qui jouaient tout le temps, qui manquaient de recul, la plupart des gens que j'ai connus qui étaient comme ça, à un moment donné, il faut une dépression énormissime quand ils rentrent dans le monde du travail. Ils sont incapables en fait d'aller dans la réalité du monde du travail. Et j'en ai connu quelques-uns, hein. Mais sincèrement, en fait, c'est aussi le jeu vidéo, quand ça prend une trop grande part dans ta vie, c'est là que c'est un danger après également, hein, pour les joueurs. Mais ça, il faut savoir se modérer, hein, c'est comme tout, hein. Peut-être que le gars, faut se dire un truc, hein, c'est que peut-être que le gars qui à l'époque abusait trop du jeu vidéo, ça lui a permis de pas tomber dans la drogue ou l'alcool. Faut voir ça aussi, vous voyez ce que je veux dire? C'est que parfois c'est tout à fait relatif par rapport à ton état de toxico, hein. Shootogan a longtemps été la boutique qui nous donnait les prochains jeux à arriver. Ouais, 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 parce qu'ils allaient eux-mêmes les chercher, ils racontaient ça, ils allaient eux-mêmes les chercher là-bas. Ils avaient pas d'exportateur.
jouer avec les potes, le meilleur souvenir, même si j'ai découvert de moi-même les jeux tout seul, c'est après que ça s'est amplifié, ouais. Euh, T'as encore plein de potes de cette époque, Mani, toi, et on en parle souvent. Les virer pour aller chercher Ghouls and Ghosts à I2 Euro Loisirs par exemple. Alors, nous dans les virées, qu'est-ce qu'on a pu faire? Alors, je vous l'avais déjà raconté celle-là, là, mais on avait été à 3 ou 4 potes récupérer un. C'est pas moi qui l'ai acheté, c'est un pote à moi qui était parti sur Paris acheter Butoden 2 et Mortal Kombat 1. Il était parti là. On avait été à 17h30, hyper tard le soir. On avait fraudé le RER. On avait la totale. On avait fait la totale. Et on avait récupéré les jeux. Et c'était un de mes potes qui a acheté le jeu. On était parti à 4 avec lui en fait à acheter le jeu. Le Butoden 2, le soir de l'arrivée à Paris. Sinon, de mon côté, moi, il m'arrivait souvent de me faire des missions en fait après le lycée ou à la pause déjeuner en 95-96 pour aller sur République sur la ligne A là j'allais mais c'était pas mes moments favoris ça en fait d'aller chercher un jeu en mission, c'est-à-dire que j'avais prévu de faire un échange ou un truc comme ça, mais si tu veux en fait c'était pas forcément un grand plaisir d'aller prendre les transports, d'aller chercher un jeu, tout ça. C'était pas la finalité en fait. La finalité c'était de rentrer chez soi le soir avec le bus de 21h ou 20h et de pouvoir jouer tranquille pendant 1 heure ou 2 heures au jeu. Ou une demi-heure des fois seulement. C'est, si tu veux, la journée en fait sortie achat à Paris quand t'es ado, c'est vraiment, pour moi c'est vraiment pas les transports. Les transports c'est un stress parce que tu fraudes en fait, on payait jamais. À l'époque, tu pouvais sauter par-dessus les tourniquets. Mais si tu veux, en fait, et on sortait au Oberkampf, on sortait jamais à République. Mais si tu veux, l'expérience d'achat, c'est plus trouver le jeu que t'étais venu chercher. Et qu'un pote t'avait dit ouais ouais il y est, tu peux y aller, je l'ai vu, etc. Si ton pote il avait eu le malheur de te mentir, je peux te dire que bon ça arrivait jamais. Mes potes étaient bien. On était 4 ou 5 potes, alors ce qui nous c'est marrant parce qu'il y a toujours des gens aussi qui ont raconté comme quoi ils avaient séché les cours pour aller jouer à un jeu qui venait de sortir. Nous, on avait fait mieux, c'est-à-dire que moi, je vous avais raconté, j'avais séché les cours le matin pour aller acheter ma PS1 à Jussieu, à Score Games. J'avais séché les cours toute la matinée et je suis rentré chez moi à midi avec la console et je suis resté l'après-midi chez moi. Je suis pas retourné au lycée en fait. Et le lendemain, je suis revenu tranquille. Ça va les gars? Non, mais en fait, les profs, ils en avaient rien à foutre à l'époque que tu venais ou tu venais pas, en fait. Et par contre, après, je crois que début année 2000, ça a changé quand nous, on n'était plus au lycée. Début année 2000, il y avait des gens à l'entrée qui t'empêchaient de sortir ou de rentrer, etc. Le lycée, c'était vraiment, c'était la foire hein, dans les années 90. Hein. Tu pouvais rentrer, sortir, pas aller en cours. Des fois, ils te demandaient même pas de mots du médecin ni rien. Après, bon, voilà. Ça dépend des lycées, vous me direz. Hein. Moi, j'étais dans un lycée sur l'email Brévannes, pour ceux qui connaissent, à côté de Boissy-Saint-Léger. Franchement, c'était un bon lycée. J'ai des très très bons souvenirs avec des potes. Pour ce qui est du sport, pour ce qui est des jeux vidéo, même je veux dire, les profs, les classes et tout, super souvenirs. J'ai pas de. Moi, j'ai passé des très bonnes années au lycée, largement meilleur qu'au collège. Le collège, j'étais dans un espèce de collège de BCBG, de fils de. Je dirais pas le nom, mais j'ai détesté le collège. Et pourtant, j'ai pas redoublé le collège. Hein, et contrairement à Back in Toys, moi j'ai été à la fac. Mais le brevet des collèges, je l'avais déjà avant de le passer, c'était pas un problème. Je savais lire. Non, je chambre. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, le jeu vidéo ne m'a jamais empêché, en fait,
de faire ce que je voulais à l'école. C'est-à-dire que, alors en effet, à l'école, j'étais pas forcément un gars. J'étais plus passionné par le sport, moi. Moi, c'était le football. Et après le jeu vidéo, non, après l'école, après le jeu vidéo. C'est venu en troisième, le jeu vidéo. Mais, en effet, ça peut arriver que tu fasses une petite bifurcation de temps en temps, quoi. Voilà. Mais bref, soit le maximum du minimum, soit le minimum du maximum. C'est comme vous voulez, c'est pareil, le verre plein ou le verre à moitié vide. Mais je me forçais jamais. Je me forçais jamais. Là, ça m'a causé de redoubler la terminale, mais je me forçais jamais. Non, mais pour vous dire, j'étais pas le genre de gars à beaucoup réviser. J'allais en cours et j'essayais d'avoir des notes autour de 11, 12, voilà, sans forcer. Voilà. J'étais pas, ça m'intéressait pas plus que ça, quoi. Je trouvais les journées beaucoup trop longues. Mais le jeu vidéo, ça a jamais été un frein, je veux dire. Voilà. Alors attendez, je vais lire ce que vous disiez, les gars. Et voilà, un autre truc qu'on a fait également, un autre truc qu'on a fait, c'est comment dire, en fin d'année, souvent en fin d'année, ouah, les cours en fin d'après-midi, on se barrait en bus, on avait un pote qui venait au lycée, qui habitait je sais pas si vous connaissez les gars, Guigne, Solaire, je sais pas quoi, c'était une ligne de bus les gars, c'était le terminus de l'autre côté de Boissy-Saint-Léger, ligne A, RER A. Il allait de l'autre côté en bus et venait au lycée là, je sais pas pourquoi d'ailleurs, il avait dû être expulsé de son lycée ou je sais pas quoi. Pourtant c'était pas un mec mauvais, mais en fait on séchait les cours et on allait chez lui. Pourtant c'était extrêmement long, il y avait une demi-heure de bus et tout, hein. Et on allait jouer à Mario Kart et à Contra sur la Super NES. Non, non, on était à 3 ou 4 et on jouait à Mario Kart et à Contra Pro Protector, on se passait la manette. Bah, c'était un ancien ultra du PSG aussi, par la suite, et c'est avec lui que j'allais aussi au Parc des Princes autour de 96, vers la fin, quand le lycée se terminait. Et c'était un bon gars, hein, c'était un bon gars. Bon, après, enfin, il a pas fini, mais il était déjà un peu hors société, on va dire. Ouais, salut New Tech City. Alors, il faisait un peu peur à l'époque, ce David, mais bon, j'étais jeune, à minot, quoi. À cet âge-là, c'était la grande époque des embrouilles et des dépouillages. Alors, à République, comme à Jussieu, il y avait du racket, en effet. Personnellement, je me sentais pas concerné par ça parce que j'étais plus âgé. Mais il y a des gamins de 10 ans, 11 ans, ouais, qui venaient avec leurs trucs, et, en effet. Euh, Les RPG en Jap souvent bloqués au milieu, c'est ça. Bah dans Resident Evil en Jap sur PS1, euh, comme d'autres titres auxquels on a joué après sur la PS1, on parlait pendant des heures et tout. On avait un pote également sur PS1, il faisait FF7 en japonais. Et il l'a terminé en fait en discutant avec les vendeurs à Paris et avec le guide stratégie qui avait été traduit par un des vendeurs. Il y avait, à l'époque, t'as dû connaître ça, Mani, mais vous y étiez une certaine communauté parfois à jouer aux jeux en japonais aussi. Et il y avait un gars qui avait écrit, en fait, qui avait imprimé, pas la solution forcément, mais des trucs à faire qui étaient difficiles à comprendre en japonais. Et il avait passé ça à mon pote, il avait pu terminer en fait FF7 en japonais sur certains passages, je sais pas. Après, personnellement, j'y ai pas joué, donc moi je l'ai fait en français, moi, et je l'ai même pas terminé, donc. Sur PS1, on achetait un jeu différent chacun qu'on pouvait apprécier. Ouais. Alors nous, on achetait les jeux à plusieurs. C'est-à-dire qu'on allait acheter. Moi, j'avais acheté Total NBA 96, et mes potes l'avaient acheté aussi. Par exemple, les Tekken, il fallait qu'on en ait tous un chez soi parce qu'on s'entraînait, on faisait des tournois. Tekken 2, Tekken 3, fallait qu'on en ait tous un chez soi. Bon, après, les jeux, on les payait pas, à la fin, tu les gravais, mais au tout début, en 95 et 96, enfin 95 surtout, après début 96, ça commence les. Mais
On avait en général plusieurs exemplaires entre potes, hein. Ouais, c'est clair, Bomberman 94 sur PSC Engine à 5, c'était dingue. T'as encore plein. Alors ça, on l'avait dit, ouais. Alors ouais, pour toi, t'avais été chercher Ghouls and Ghosts sur Super Famicom. Est-ce que nous, il y a un jeu? Est-ce qu'il y a un jeu pour lequel on a j'ai du mal à j'ai du mal. Alors j'avais un pote qui était extrêmement fan des Street Fighter Zero. Il les prenait tous en import sur PS1. Il a il allait les chercher en avance. Il a acheté tous les DBZ aussi, parce qu'il était extrêmement fan. Moi, c'était tous les Electronic Arts. NHL, FIFA, football américain, je faisais toutes les saisons. Jusqu'à 97, j'avais tous les j'avais tous les FIFA, Maiden, NHL et NBA Live. Je les faisais tous. Et après, à partir de 97, j'ai arrêté parce que c'est ça, ça me passionnait beaucoup moins de faire les saisons sur chaque jeu. Et puis ils se ressemblaient de plus en plus après, hein. C'était vraiment. Il y avait d'autres licences comme Total NBA et puis les ISS qui étaient meilleurs que les FIFA, donc j'avais arrêté. Alors s'il y a des vadrouilles qu'on faisait, c'est-à-dire se donner le mot pour savoir si FIFA 96, 97 ou 98 était sorti à Paris. On se donnait le mot en fait. Et je me souviens très bien, alors j'ai une anecdote de ouf, c'est que je me souviens très bien, un soir, en hiver, c'était sûrement en octobre, un truc comme ça, ou novembre, je sais plus. FIFA Road to World Cup 98 sur PS1. Tout le monde le connaît, le jeu, hein, c'est un des meilleurs FIFA. Qui sort. J'ai un pote, il me dit, apparemment à Paris ils l'ont reçu. Alors, ni une ni deux, j'essaye de trouver en fait un ou deux jeux pour faire des échanges ou je sais pas quoi. C'est-à-dire que moi, autant j'achetais les jeux en gravé, et j'en ai parlé avec Thomas de ça là. C'est-à-dire que on achetait des jeux gravés pour essayer on achetait des jeux gravés. On achetait des jeux originaux qu'on aimait dans le passé, des grosses licences, et les jeux gravés nous servaient à essayer des jeux qu'on voulait pas forcément. Et si en fait le jeu gravé nous plaisait, on allait acheter parfois le vrai. Ça arrivait, voilà, ça arrivait. Mais c'était très rare, c'est-à-dire que moi, j'avais par exemple, voilà, FIFA 98, j'ai acheté le Coupe du Monde après aussi, et le FIFA Road to World Cup, c'est pour vous dire à quel point à cette époque-là, on était dingue, hein, c'est-à-dire que il neigeait sur Paris. Il y avait genre, c'était un hiver où il avait beaucoup neigé. Il devait, quand je dis beaucoup neiger, c'est-à-dire que nous, à Paris, s'il y a 5 cm dehors, les voitures, elles glissent tout le bordel, hein, voilà. Donc on y va en RER, on arrive là-bas, il se remet à neiger, tout ça, on rentre. Moi, quand je rentre, en fait, il est genre 19h ou je sais pas quoi. Euh, la petite télé que j'avais, en fait, de 36 cm, ne marche plus, tombe en panne. Le soir où j'achète FIFA, Road to World Cup 98 là. Donc je peux pas jouer au jeu. Qu'est-ce que je fais? Je marche dans la neige, je vais chez mon pote qui est pas très loin, à environ 1 km à pied. La nuit, hein, il est 19h en hiver. Il me dit, il y a pas de problème, je te prête ma petite télé si tu veux, il y a aucun souci, ce soir je joue pas, je suis avec ma copine, je sais pas quoi. Il me prête sa cathodique de 36 cm, je marche dans la neige jusqu'à chez moi pendant 1 km avec une télé dans les bras pour jouer à FIFA. Non mais, non mais je vous dis les gars, on était ravagés à l'époque, hein. On était ravagés, hein. Tu vas sonner chez les gens en pleine semaine à 20h ou 21h chercher une télé. Il y a pas de téléphone à l'époque les gars, je sais pas si vous imaginez, hein. Tu sonnes à la porte de chez ton pote. Il est 19h, il est 20h30 ou je sais pas quoi. Le mec il vient de voir et dit tu peux me prêter ta télé. Et mon pote m'a prêté sa télé. Et je lui ai rendu 2 jours après, quand en effet on a pu soit réparer, soit racheter une autre télé, je sais plus. Mais c'était un truc de ouf à l'époque, hein. Alors, Brock Hunter, tu faisais tes propres jaquettes de jeux PS1 en découpant les images dans les mags. Alors moi j'ai découpé des notices.
Et j'ai encore une notice de Super Famicom de comment il s'appelle, Royal Rumble WF. Je vais essayer de vous montrer ça, les gars, si vous voulez. Ouais, on peut montrer ça. Attendez. Remarque, je sais pas si on peut. Hop. Ah ouais, ça zoome pas mal là. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer ça. Il y a encore les découpes d'époque. Parce que y en a qui aiment bien dire c'est mon mien d'époque, ceci, cela. Bah, moi je peux vous dire que celui que j'ai. Alors attends, transition. Voilà, je vais vous mettre. Ciao les gars. Alors je vais vous mettre, regardez. Le. C'est mon Royal Rumble d'époque. C'est un des 6-7 jeux que j'ai gardé de ma collection Super Famicom, Super NES d'époque. Celui-là, celui-là, écoutez, normalement, si je me trompe pas, il vient de chez Stock Games de Jussieu. J'ai acheté tous mes jeux de catch WF à Stock Games Jussieu chez Thomas parce que c'était la boutique la moins chère en fait. Après le jeu il a bien morflé, hein. Il mériterait un upgrade, hein. En même temps, vous me direz, parce que vous voyez vous voyez derrière, on avait essayé d'enlever tout ce qui était euh, prix, étiquette, le rond là, le rond stock games garantie, etc. Mais ça, c'est un jeu en fait. Dans les déménagements, il finissait en fait, vous savez, dans les cartons, sous les lits, écrasé, pas de crystal box. Ça, les Crystal Box, on en avait rien à foutre, les gars, dans les années 90. Donc, voilà, attendez, je sais pas si ça s'ouvre, ça. Pas sûr que ça s'ouvre. T'as Landstalker Mega Drive en Jap, tu tapais à la porte, ils te laissaient accéder au stock, genre boutique pirate. Eux, ils avaient une boutique un peu pirate à Marseille. Je sais pas, il y a des gens du sud, mais il y avait sur Aix-en-Provence deux magasins indés, puis Neo Geo, Neo Ayato, ouais, ouais. Salut Billy Bouline. Vous avez vu la dernière vidéo et ses anecdotes d'époque? Pas encore vu. Alors Billy Bouline, pour ma part, je pense qu'il y a beaucoup de mensonges qui sont mêlés à du vrai. Je pourrais pas te dire ce qui est vrai, ce qui est faux, j'en sais rien. Alors personnellement, je vous le dis, je ferai pas de live sur Back in Toys ou Wawa parce que je pense que le gars il a pas l'air bien dans sa tête. Wawa, on lui souhaite le meilleur, mais je crois qu'il va pas bien. Je crois qu'il va pas bien, il a pas l'air au top. Après, bien sûr, hein, moi je pense une chose, c'est que tout s'explique par rapport au fait, voilà, qu'il ait perdu son père étant très jeune. Il y a tout ce côté narcissique et entre guillemets fabulateur qui rentre en compte pour combler l'absence du père très jeune. Et en fait, je pense que tout s'explique par rapport à ça, mais moi je ferai pas de. Ah, il a pas l'air en forme. Il a pas l'air en forme notre Wawa. Alors regardez, ma notice d'époque, regardez, avec des découpages à l'intérieur. Attendez, on va mettre la photo. Et en fait, ce que je faisais, vous me direz, putain, mais regarde ce que t'as fait, tu vois? C'était ma notice d'époque. On était en. Bah, ça, c'est 93, hein, je pense, hein. Comme à l'époque, il y avait très peu de magazines de catch qui sortaient, eh bien, j'avais découpé la photo des catcheurs, en fait, pour les coller au mur avec de la gomme fixe. C'est-à-dire que la gomme fixe, en fait, ne collait pas à la tapisserie, mais quand t'es gamin, ben, tu fais des trucs comme ça, quoi, voilà. Après, ça reste, on va dire, une, une curiosité comme une autre, hein, voilà, hein.
Alors, ado, tu n'as pas le pouvoir d'achat d'un jeune qui commence à bosser, ah, ça c'est clair. A priori, ça peut coincer à propos des dates. Ouais, bah, il a beaucoup de choses Day One. Il a beaucoup de choses Day One, et pour moi, c'est pas que c'est pas possible, c'est que c'est impossible. C'est-à-dire que, par exemple, la Master System, s'il y a peut-être des soucis. Enfin, bon, écoute, après, je veux pas parler de lui parce que je pense qu'il a pas l'air bien dans sa tête. Vraiment, hein, il a pas. Moi, je pense qu'il a plus fait une thérapie que discuter en fait de sa vie de gamer. C'est plus une vidéothérapie en fait. Je vois plus ça comme ça. Voilà. Salut Moutmout, bonne soirée à toi. Ouais. Alors, est-ce que j'ai raté des messages? Le premier stock s'appelait Top Games, c'est ça. Bah c'est dans l'angle en fait, dans l'angle. Bah regardez, si jamais d'ailleurs, normalement je dois la voir cette vidéo là. Je dois la voir. Attends, je dois la voir. Je vais vous montrer où elle était cette boutique. Elle est. Resident Evil 2, non c'est pas ça. Ah, c'est pas facile de retrouver les vidéos là que dans tout mon bordel. Euh, euh, euh. Ah voilà, c'est ça, voilà, c'est celle-là. Alors attendez, on va mettre. Ah bah le son est coupé, c'est parfait. Normalement, normalement vous allez la voir cette boutique qui était donc autour de rue de Malte. Alors c'est même pas cette vidéo là, c'est même pas cette vidéo, je me suis trompé. C'est même pas celle-ci, mais c'est la boutique qui faisait l'angle en fait, dans une petite rue derrière. Et là, ce qui est marrant, c'est que dans le vieux reportage là que j'avais mis dans la vidéo, on voit vous savez, le, le Micromania de Créteil Soleil. Pour ceux qui l'ont connu, vous avez connu Micromania à Créteil Soleil, les gars? C'était pas mal du tout, hein. C'était assez intéressant ce Micromania. Alors là, il y a beaucoup de. Je pensais qu'on allait voir la boutique quelque part. Euh, Apparemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ah, et la petite rue là, remarque. Ah, voilà. Ah, c'est à l'envers, c'est dommage. La rue de Malte, elle est là. Voilà. Donc, c'est la boutique qui se trouvait au fond, en fait. Au fond à gauche, là, qui faisait l'angle, là. Mais. Je crois qu'il va pas jusque là dans la visio. Il va pas jusque là. Mais toute façon, c'est une boutique que vous retrouvez facilement, hein. C'est une boutique qui est assez simple, on va dire, au niveau du positionnement de l'époque. Mais moi, je sais pas si c'est comme vous, mais on n'a pas. J'appréciais pas forcément plus que ça, en fait, d'aller à Paris après 95-96. Je sais pas si vous c'était pareil, parce que on avait accès quand même au milieu du piratage facilement. Les jeux import, on les avait facilement avec plein de potes qui gravaient aussi. La cartouche, en fait, le plaisir qu'on avait, c'était découvrir un produit sans forcément savoir s'il allait être disponible. Là, on avait tout sous la main, en fait. On avait tout sous la main sans se déplacer. En fait, ces boutiques-là, c'était plus, en fait, histoire de, vous savez, comment dire, trouver le jeu si personne l'avait pour aller le graver, quoi. Voilà, c'était plus ça le délire, hein.
J'ai pas plus en fait d'affinité avec cette époque-là que ça en fait, hein. Pour moi, vraiment, hein, c'était pas forcément un plaisir les transports, je vous dis, hein. C'était plus l'histoire d'aller entre potes, discuter et tout. Mais voilà. Le magasin Power Games a ouvert fin 92, quasi en... Alors, Mani, tu me racontais que ce que raconte par exemple Wawa sur le bar qui est à côté de chez lui, il n'y a jamais eu 5 bornes d'arcade. C'est complètement faux, par exemple. Mais je pense que le problème dans la vidéo de Wawa, c'est qu'il mélange trop de choses hasardeuses avec sa réalité, en fait. Mais bon, voilà quoi, après. Bah tu vois Kairos, Kairos en fait tout à l'heure, alors il y a des gens qui voient Kairos en fait. Et Kairos j'ai parlé sur Discord avec lui et il me dit qu'il apparaît pas dans le chat. Et ben Kairos, je te vois pas encore. Et il y a quelqu'un qui vient de te saluer par exemple, et ben je te vois pas Kairos, tu vois. Quand tu montres ça, ça me rappelle le SmackDown de fou de PS1. Ah, la PS1, ouais, 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 ouais. La PS1, c'était pour moi un plus, hein, le plaisir des jeux d'aventure, hein, pas forcément les jeux de catch, hein. Les jeux de catch sur PS1 c'était vraiment dégueulasse, hein. Faut faut être honnête, hein, c'est la PS1 les gars, ouah. Faut se faire violence pour jouer à certains jeux de catch, hein, sur PS1. Non, normalement, hop, normalement on va la trouver facilement là. Elle doit être dans le tas là. Ah bah tiens, voilà, voilà les gars. Ben, je vous l'ai mis, en plein dans la vidéo. Voici en fait l'ancien Top Games. Voilà. Salut Megarom, comment va? Ouais. Le bar de Bondy, j'avais un ami de Villemont où il y a 5 bornes, ça me paraît beaucoup. Ah, toi aussi, Billy Boulin, en fait, tu connais ce bar-là? Eh ben, je crois que c'est Manny qui m'en a parlé. Il m'a dit, il n'y a jamais eu plus de 2 bornes, en fait. Et un flipper. C'est complètement faux. Mais après, ça, c'est des souvenirs d'enfant. C'est toujours pareil. Voilà. T'as vécu 45 ans à Bondy. On squattait tous les cafés avec bornes avec mes potes et j'ai bien connu, il n'y a jamais eu 5 bornes. Ah ouais, c'est ça. C'est que bon, moi personnellement, je pense que si tu veux en fait, si tu analyses en fait tout ce qu'il dit, on a tous eu des potes comme ça qui mentaient, qui racontaient des choses qui sont ancrées dans des souvenirs d'enfants de 10 ans, 11 ans. Et en fait, si jamais tu arrives à leur montrer que c'est pas vrai, ils vont peut-être commencer à douter, mais dans leurs souvenirs, c'est comme ça et ils vont être certains que c'était ça. Je pense qu'en fait, c'est peut-être pas forcément de sa faute ou quoi, mais il y a peut-être pas eu des potes avec lui pour lui dire non, non, en fait, c'était pas comme ça, tu vois. Enfin, personnellement, je pense que des gamins qui se baladent avec Altered Beast dans la rue pour le montrer à un passant, il y en a pas beaucoup. Ça peut exister, mais il y en a pas beaucoup. Surtout des jeux à 500 francs, 450 francs. Personnellement, moi j'ai jamais eu de pote qui se baladait dans la rue en courant, en cherchant un passant pour lui dire regarde j'ai Altered Beast. Enfin je sais pas, c'est très bizarre. Ouais, c'est très bizarre. Vous voyez, mine de rien, on en parle quand même, hein. Joken, non ça c'est l'ancien Top Games, c'est le premier stock games de l'histoire si tu veux. Voilà. Alors attends, je vais te montrer le, si tu veux. Voilà, tu vois, la rue de Malte, c'est celle où il y a Games et Mall aujourd'hui. C'est celle-ci. Et dans les années fin 80, début 90, t'avais des grandes boutiques informatiques. J'avais fait un live il y a un petit moment, en fait, où je vous montrais toutes les boutiques à une époque. Regardez. Tous les points rouges, si vous avez raté cette émission, les gars, c'est une émission que j'ai faite il y a quelques temps. Ça représente, si vous voulez, 11 ans de période console rétro
sur le boulevard Voltaire. Tous les points rouges, c'est des boutiques qui vendaient des consoles de jeux, qui vendaient du jeu vidéo à l'époque. C'est toutes les boutiques référencées. Alors, elles ont pas toutes vécu en même temps, c'est-à-dire que par exemple en 99 et 2000, c'est là où il y en avait le plus en même temps, mais il y en a qu'on fermé entre-temps, et avant que d'autres ouvrent, hein, voilà. Hein. Mais j'ai référencé en fait toutes les boutiques et dans l'émission, je vous en parle en fait. Et c'est assez impressionnant. Hein. Alors après, il y a dans la petite rue là que vous voyez en bas, près du Carrefour, c'est le trader de 2002. C'est seulement 2002 trader, hein, ça arrive pas avant. Et près du cirque d'hiver, tout en bas là, sur la photo là, vous voyez, je vais vous le mettre, regardez, tout en bas ici là, près du cirque d'hiver qui était pas si loin, enfin pas si loin, un peu loin, vous aviez une petite boutique là, dans la rue là, une boutique de jeux également. Alors que le nouveau trader est là-haut maintenant, il est tout en haut de la rue, il a pris la place d'un autre commerce, alors qu'avant trader il était tout en bas, dans un petit boui-boui, si vous avez connu, en 2002. Ah, le quartier a beaucoup changé, hein. Et aujourd'hui en fait, j'avais fait également le rapport avec aujourd'hui. C'est pour ça que je vous dis, moi à chaque fois que je vais sur Paris ou quoi, faut pas que j'y aille beaucoup, j'y vais 2 fois par an, ça me suffit, parce que le problème c'est que ça vous fait un coup de blues quand même, parce que quand vous avez connu les belles heures, et que vous voyez qu'il n'y a plus rien, et vous allez voir, regardez, je vais vous mettre la progression. Allez, on va mettre... est-ce qu'on a le... Est-ce que j'ai mis la photo avec 2023? Ah, voilà. Alors, là, on était... Regardez. On était en 2023. Regardez ce qui restait. Il y avait une boutique de réparation, là, de comment ça s'appelle? L'ancien Top Games, dans l'angle là-haut, il y a celle, enfin maintenant c'en est plus une forcément, je sais pas, ils font que des réparations apparemment. Donc il y a Games Mall, Obi-Wan, Obi-Wan ne fait plus de rétro, hein. C'est fini, ils font des figurines. Donc il y a Games Mall, Full Set, Retro Gameplay, Satellite, et puis et Trader qui est de l'autre côté en haut à gauche, dans la photo qu'on voit pas, mais il y a plus rien. C'est fini. Il y avait 4-5 boutiques en 2023. Il n'y en a plus que 4 en 2024. C'est... Voilà. Hein, je dis pas que c'est l'évolution naturelle, mais c'est le commerce. Tu peux pas vivre grâce à la vente de produits des rétros. C'est pas possible. Et en fait, faut évoluer avec ton temps, quoi. Voilà. Ultima, en fait, ils étaient... alors, normalement, Ultima, j'avais mis également un coup de Google Street à l'époque, là. Ultima Games, il était là. Il était là, sur la gauche. Le Ultima Games, voilà. Mais j'ai pas trouvé... C'est marrant parce que moi, j'ai pas trouvé, en fait, de photos où on a en fait, vous savez, l'ancien Ultima Games, la devanture. J'ai pas trouvé de photo. À moins qu'il y ait des potes qui l'ont fait, hein, je sais pas. Hein. Ah, moi je dirais fin 2025, déjà ça va être très chaud, Megarom. Hein. Fin 2025, attends-toi qu'il y en ait une qui disparaisse au moins encore. Hein. C'est très très possible. Hein. Ouais. À côté d'une fontaine qui fait un angle près du Palais Royal. Ouais, il y a encore Score Games en Tunisie d'après. d'après- Ah là là là. Jimmy Otaku à République sur le boulevard de la République. Quand ça? Ah, j'ai compris Jamie Oni, j'ai pas pourquoi, d'accord. Tu le vois, Kairos? Bah tu vois, regarde, je le vois pas. C'est-à-dire que j'en ai parlé avec lui, je sais pas comment ça se fait, mais RNG c'est pareil, je vois pas en fait son pseudo dans le chat, je le vois pas. Et je sais pas à quoi c'est dû.
Parce qu'il est dans les membres autorisés, non bannis, tout ça, je comprends pas. C'est apparemment, il y a des gens, je sais pas. Je sais pas d'où ça vient, faut que je essaye de poser des questions. Voilà. Ils ont viré une des deux bornes pour mettre deux flippers. Voilà. Bon, écoute, après, tu vois, je pense que sincèrement, en fait, les... ça a lu d'aider le bon. Je t'appelle pas Dumbledore, tu vois. Les jeux changeaient souvent. Bah, si tu veux, je pense que si tu analyses sa vidéo, sachant qu'il y a une deuxième partie qui arrive, enfin, c'est... je sais pas ce qui est vrai dans ce qu'il raconte, c'est ça le problème. C'est que, si tu veux, je sais pas si vous avez fait des analyses, des études d'analyse du comportement. Les souvenirs, en général, c'est vers le haut que tu regardes pour te rappeler de quelque chose. Quand tu as la tête vers le bas, c'est que tu réfléchis, en fait, tu écris un scénario. Euh, Wawa, il est très très souvent en train de regarder vers le bas. C'est très rarement des souvenirs ce qu'il raconte, en fait. Mais il peut en effet mélanger de la vérité avec... Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour moi en fait, il y a beaucoup de questions qui sont soulevées. Et c'est pour ça que moi je pense qu'il faut pas prendre ça pour argent comptant. Mais encore une fois, ça parle beaucoup d'argent en fait, ça parle pas beaucoup de gameplay. C'est à chaque fois, c'est oui les jeux étaient chers et ceci et cela et j'ai échangé, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Bah tout le monde a fait ça en fait, il y a rien d'exceptionnel. C'est-à-dire que moi-même si je vous parle en fait de ce genre d'expérience, tout le monde a fait ça, il n'y a rien d'exceptionnel. Bah oui, les jeux, on pouvait pas les voir, il fallait aller les chercher, et puis on les a échangés, et puis ma mère avait pas d'argent, bah c'était tout le monde pareil, je sais pas moi. Il n'y a rien d'exceptionnel. Ce qui est exceptionnel dans ce genre d'histoire, c'est de raconter que tu as tout eu Day One, même avant que ça sorte dans un supermarché. Parce que, par exemple, il parle à un moment également de Sodipeng, où il dit que Sodipeng importait la PC Engine avant 90, alors que c'est pas forcément vrai. C'est-à-dire que Shoot Again l'importait de façon sauvage et Sodipeng l'a importé de façon officielle à partir d'un moment. Il y a des dates qui coïncident pas forcément en fait entre 88, 90, 87, tout ça. Mais bon, après je vous dis, voilà quoi, faut pas être trop méchant quoi avec cette personne parce qu'on voit qu'il va pas bien, on voit. Mais moi je pense qu'après lui, il fait une grosse erreur, c'est de vouloir peut-être revendre sa collection, comme il a fait avec son Space arrière là. Je pense que c'est une grosse erreur qu'il fait de revendre parce que il se rend pas compte que ce qu'il a acquis pendant des années représente une grande partie de sa vie et des émotions en fait. Et au final, ils se sont obligés de parler d'argent devant une caméra pour se justifier qu'il est légitime de posséder certains trucs ou de ne pas les avoir. Alors qu'au final, pour lui, ça reste des émotions comme le Space Harrier, mais il ramène tout à l'argent. Mais je pense que c'est maladif. Parce que si jamais ton gamin il a souffert du fait de ne pas avoir eu beaucoup d'argent, ben il est obligé de rapporter à l'argent tout ce qu'il fait aujourd'hui. Mais il se rend compte plus tard que il a fait une connerie en fait de revendre des trucs. Mais parce que si toute ta vie en fait, si toute ta vie en fait, tu consacres ta vie à un loisir, à une passion, et que tu veux tout revendre par rapport au fait que tu estimes que tu veux passer à autre chose ou quoi, c'est sûrement une erreur. C'est sous le coup d'une émotion pas maîtrisée ou d'un ras-le-bol. Je pense que c'est quelqu'un qui est peut-être pas assez réfléchi ou qui a pas des bons soutiens autour de lui pour faire les bons choix. Ouais. Mais bon, après. Ah, mais il regrettera de vendre des trucs. T'es pas obligé de vendre des choses pour passer à une autre passion ou changer ta vie. Tu peux garder des choses et passer à autre chose dans ta vie. T'es pas obligé de tout vendre et tout effacer à chaque fois. Hein. Lloyd Banks, tu dis, le seul truc qui t'a un peu amusé là-dedans, c'est qu'il te raconte ça comme une star. Ah oui, alors au début, il dit en effet que c'est une notoriété aujourd'hui en France, ceci, cela. Moi, je rappelle juste aujourd'hui que hors de sa communauté, Wawa, personne ne le connaît.
faut qu'il se rende bien compte de ça et que ses potes le remettent sur terre. C'est que hors de sa commu, il va chez le boulanger, il va chez le boucher, dans une région, une province, pas dans sa, même dans sa ville, je veux dire à Bondy ou je sais pas où, euh, il n'est pas reconnu comme un grand youtubeur ou une star de rétro gaming. Je veux dire, les gens, 50 000, je veux dire. On est 70 millions en France. 50 000. Je sais pas s'ils se rendent bien compte de ce qu'il dit. Je sais pas, en fait. Euh, je sais pas, quoi. De toute façon, il y a beaucoup de rétro gamers aujourd'hui parce qu'ils pensent qu'ils gagnent leur vie avec YouTube ou que ils ont atteint la barre des 10 000 abonnés. Ces gens-là pensent être reconnus hors de leur commu ou hors de YouTube. Enfin, même dans YouTube, je veux dire, tu changes de communauté, tu vas chez... J'ai parlé l'autre jour avec un YouTuber très connu, hein, dont je tairai le nom. Il sait pas, par exemple, qui est des GGX ou qui est des WS ou un tel ou un tel. Il sait pas. Il connaît que le JDG, par exemple. Et pourtant, c'est un gars qui a énormément d'abonnés. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que parfois, même les mêmes thématiques, on ne connaît pas les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Des gens pensent être reconnus en fait dans un secteur alors qu'ils sont reconnus que par leur communauté. Et en plus, la communauté d'un tel ou d'un tel, parfois, ils sont adhérents de cette communauté à travers un financement participatif. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout est biaisé déjà à la base. C'est très très particulier, je trouve, de dire on est maintenant quelqu'un d'une grande notoriété ou je ne sais quoi. Je pense que voilà, il y a des gens qui n'ont pas les pieds sur terre. Exactement, Lloyd Banks, exactement. Son parcours de gamer, on a tous connu ce qu'il a connu. On est tous passés par les magazines. Je vous l'ai dit tout à l'heure, moi-même, en racontant deux, trois trucs. On a tous pris les transports, on a tous un jour séché l'école. Alors lui, il a carrément séché le brevet et le lycée. Je veux dire, sincèrement, en fait, c'est pas pour ça qu'aujourd'hui, c'est pas quelqu'un qui a réussi sa vie ou qui a pas réussi sa vie ou quoi. Il a réussi sa vie parce que c'est quelqu'un qui s'est établi, mais ce que je veux dire, c'est que on a tous eu le même parcours, il n'y a rien d'exceptionnel. Le seul truc exceptionnel, en fait, c'est d'avoir les trucs en avance avant que ça sorte et de rencontrer des gens connus dans le milieu, en fait, au niveau de la production et de l'édition des jeux. Ça, c'est pas le commun des mortels, ça, par exemple. Si vous avez, par exemple, connu David Perry, qui a fait Cool Spot, qui a bossé chez Virgin qui a travaillé sur les jeux Disney comme Aladdin, Livre de la Jungle. Si vous avez connu ce genre de personnes, ou que vous avez connu, par exemple, des gens de chez Sega ou Electronic Arts, là, vous êtes des gens hors du commun. C'est pas tout le monde. Mais je pense que le parcours de gamer qu'il raconte, tout le monde l'a vécu. Et même, il y a même des gens qui ont connu des choses beaucoup plus intéressantes. Et je les invite également à le raconter, hein, s'ils ont envie. Mais je pense que... Bon, après, c'est... Chacun raconte ce qu'il a envie, quoi. Après, hein, c'est toujours pareil, hein. Alors, Billy Boulin, tu dis, à part JDG, aucun youtubeur rétro n'est connu hors commu rétro, je pense. Bah, il y a une chose à faire toute simple. Il y a une chose à faire toute simple, les gars. C'est que... Euh, c'est d'aller un jour... C'est même pas d'aller... disons que voilà, un des lieux où en effet tu vas être reconnu, c'est les conventions. Les conventions, c'est un milieu où il y a que des rétro gamers, il y a que des geeks. Maintenant, si tu vas un jour sur les Champs-Élysées à Paris où il y a beaucoup de monde de passage, dommage qu'il n'y ait plus le Virgin Megastore, mais si par exemple tu vas, tu, je pourrais même pas dire, tiens, tu vas à République, est-ce que les gens vont te reconnaître? Je veux dire, n'importe quel client qui rentre dans une boutique et qui connaît le prénom par son vendeur va être reconnu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, s'appeler un tel ou un tel n'a aucune valeur aux yeux d'un gérant ou d'un vendeur sur Paris ou dans une boutique. Le client est fidélisé avec le prénom, tout ça. Donc, je veux dire,
c'est pas parce qu'on te reconnaît à Paris ou dans une boutique que t'es quelqu'un de connu dans toute la France. Ça, c'est très particulier, je pense, de penser que on est de notoriété publique ou des choses, je sais pas quoi. Mais c'est certainement vrai à travers sa communauté rétro gaming, voilà. Je pense que par exemple à la Pixel Day, il y a plus de gens qui connaissent Rio Gaming qui ne connaissent Wawa par exemple en Belgique. Même si, euh, même si en effet, en fait, on peut reconnaître des gens grâce à leur attitude quand tu les croises. Mais bon, ça veut dire quoi en fait reconnaître quelqu'un? Qu'est-ce que ça veut dire? Les Parisiens, on était bien lotis avec toutes ces boutiques. Si en plus on ajoute les cash converters qui étaient nombreux, alors là c'était le paradis. Ouais, les cash, on a commencé à en voir fin 99, je crois. Il y avait des boutiques qui s'appelaient un peu différemment, mais on a commencé à en voir. Je crois que même en 97, j'ai cru voir quelques boutiques qui faisaient de l'occasion un peu comme ça. Ouais. Il y en avait quelques-uns ouais, qui émergeaient par-ci par-là déjà, en effet, ouais. Alors, anecdote perso, Anton, tu dis Barry Arm acheté 50 francs en 95 au Cash Converters de l'avenue d'Italie dans le 13e alors que j'avais pas le méga CD juste pour l'insert. Non, alors moi le seul jeu que j'ai acheté et que j'avais pas la console, c'est c'est Night Trap sur Mega CD US. Le Night Trap, je l'ai acheté en 2018, je crois. Et je l'ai acheté, je crois, 20 ou 25 euros, je sais pas. Je sais même pas s'il marche, j'en sais rien. C'est que Night Trap, en fait, j'avais envie de l'avoir juste pour juste pour l'histoire du jeu qui était tellement pourri, en fait, ça me faisait rire. Et je l'ai vu, j'ai dit, ah, vas-y, 25 balles, vas-y, on va rigoler avec ça. Et ça se trouve, il marche, écoute. Mais Night Trap Mega CD US, là, il doit être là en plus, là, je dois l'avoir là. Alors, je vais vous montrer. Il y a le prix en francs dessus encore si vous voulez voir. Attends. Je vais te montrer le. Ah, pour essayer de pas se mettre trop près là, parce que je vois que ça zoome beaucoup encore là. Est-ce que je vais arriver à le prendre? Sans faire du dégât. Pas facile. Alors attends, regarde. Je vais te mettre. Alors c'est la boîte US en fait du jeu. C'est-à-dire que. Voilà. Hop là. Tu vois. C'est une Night Trap là. Et ça 25 balles en fait. C'est ça en fait, ça me faisait rire de le prendre. Tu vois. Alors en effet, je l'ai ouvert, il y a la notice à l'intérieur, il y a le jeu. Il y a le prix en francs. Tu vois, t'as le prix en francs qui est là. 349 francs. Et ça me faisait rire en fait d'avoir un jeu qui reste une bouse intersidérale. Mais bon, disons que ça reste amusant pour les collectionneurs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà les gars, après c'était juste un live histoire 2. Mais personnellement, voilà, je vous disais par rapport à toutes mes aventures des années 90, dans mes meilleurs souvenirs, ça reste tout de même bah, les magazines et puis les, les jeux entre potes où tu faisais des tournois, où justement tu prenais plaisir à partager tes expériences de gamer en rentrant chez toi, en appelant tes potes en disant c'est bon je l'ai, vous pouvez venir, vous pouvez venir, j'ai Tekken, j'ai FIFA, j'ai Colin McRae, ramenez-vous les gars, et puis les mecs après le lycée ils sonnaient à la porte, ils venaient quoi, tu vois. Ça reste en fait les meilleurs moments pour moi.
C'est pas forcément de posséder le jeu. Le jeu, c'était un accessoire, en fait, pour réunir une communauté de gamers. C'était ça l'intérêt, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Bah ouais, c'est ça, Billy, c'est une curiosité. Exactement, c'est... Disons que... disons que voilà, j'ai toujours pas le méga CD, mais ça m'amuse d'avoir certains jeux qui ont marqué l'histoire du jeu vidéo avec leur côté nanar. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est un des seuls jeux que j'ai. Enfin, c'est le seul jeu, je crois. J'ai pas d'autres jeux dont j'ai pas la console. Je crois pas. Alors, ils disent sur la jaquette, il y a une demi-heure de vidéo, ils disent. Une demi-heure de film. Ou plus d'une heure et demie. Je sais pas ce que ça veut dire en anglais. Il y a marqué. Ouais, je pense que c'est plus d'une heure et demie de vidéo, il y a marqué. Mais s'ils ont fait une espèce de soustraction avec un 1, c'est un peu mal écrit. Euh, il y a deux CD apparemment. Il y a deux CD. Je l'avais ouvert il y a quelques années. Je vous l'avais dit, hein, regardez, je l'ai acheté en 2018, les gars. Je l'ai ouvert une fois pour voir ce qu'il y avait dedans et tout. Et voilà, c'est resté sur l'étagère. Hein, c'est pour décorer. Hein. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Ça, c'est un vrai truc d'étagère man, ça. C'est un accessoire. Voilà. Tout ça pour sauver la... Alors personnellement, après moi, je regarderai pas la suite hein, de ce qu'avait raconté Back in Toys ou quoi. Même je vous dis, je ferai pas de live dédié à ça. Parce que, bon, personnellement, tu vois que... Voilà. C'est trop compliqué de déceler le vrai du faux. J'ai pas le temps. Voilà. Salut Dance du 33. Bah c'est dommage, j'arrête. C'est dommage. Je vous laisse les gars. On fera... on fera sûrement un live dans la semaine qui va arriver. Alors normalement après je vous dis on essaiera de préparer ces fameuses émissions où on aura plusieurs invités pour parler de l'expérience d'achat des années 90 pour des collectionneurs. Euh, C'était un peu ce live là ce soir c'était un peu pour regrouper justement ce genre d'expérience et préparer, teaser un peu ce qu'on va faire dans la semaine. Mais enfin dans la semaine, d'ici la fin du mois, pardon. Mais voilà, moi personnellement, je suis ouvert après à des débats. Si jamais vous avez des thèmes à aborder sur des jeux, on va faire des débats autour de certains jeux de plateforme, savoir lesquels vous préférez, pourquoi, etc. Je proposerai ça et puis bien sûr hein, vous pouvez laisser des coms pour participer dans les prochains débats les gars. Et puis n'oubliez pas que le projet Black Belt est toujours un projet euh, chez Sega, la 64 bits de Sega. J'aimais bien cette annonce de la projet Black Belt à l'époque. Ça me fait toujours rire. Même les journalistes à l'époque n'avaient pas les vraies infos. On essayait toujours de... En mai 97, on essayait toujours de deviner ce que voulaient faire les grandes compagnies. Alors qu'on n'avait aucune info. Alors qu'est-ce que ça vaut je ne sais pas. Voilà les gars. Bah écoutez, passez une bonne soirée. Et puis à bientôt. Bah merci à toi Anton. Je te dis, c'est une discussion à la cool. Hein. Voilà, il y a pas de, c'était pas préparé forcément comme on dit. Let it hit 'em.